Bonjour, Adrien Vidard, je suis chirurgien urologue. On est ici à l'hôpital Foch, à Suresnes, très proche de Paris. On a développé un centre initialement pour la prise en charge de la chirurgie fonctionnelle urologique, donc tout ce qui est incontinence urinaire, statique pelvienne, prise en charge de l'ensemble des chirurgies de la femme et notamment de la reconstruction de la femme. En parallèle, depuis de nombreuses années, avait été développée une activité initialement exclusivement d'une chirurgie F2M en multidisciplinaire avec une partie avec des chirurgiens plasticiens, les chirurgiens gynécologues et les urologues. Et maintenant, depuis 6 ans, bientôt 7 ans, j'ai repris la gestion notamment de toute la partie fonctionnelle des phalloplasties et des implantations des prothèses péniennes. Et depuis maintenant un peu plus d'1 an, mon collègue François-Xavier Madec est arrivé pour prendre en charge, enfin étoffer l'équipe et développer toute l'activité aussi M2F. Alors en fait sur l'implantation des prothèses ZSI, en fait j'interviens on va dire du début jusqu'à la fin de l'implantation de la prothèse, puisque je vais rencontrer le patient lors d'une consultation commune avec le chirurgien plasticien, à partir du moment où toutes les étapes préalables à la mise en place de la prothèse pénienne ont été réalisées. Il y a deux axes stratégiques. Déjà le choix du patient, quels sont ses désirs, qu'est-ce qu'il veut obtenir et avoir, donc avoir un contrat on va dire plus que moral, puisqu'il va y avoir un côté aussi fonctionnel sur l'utilisation du matériel qui doit être mis en place. Donc il y a cette première axe stratégique, et puis après moi il y a la partie de l'état local, de voir si j'ai tous les facteurs de réussite qui sont présents pour m'assurer que l'implantation de la prothèse pourra bien se dérouler chez le patient. Alors, ils peuvent venir me voir à tout moment. Il est communément organisé qu'en fait, je vais commencer vraiment moi à les rencontrer quand déjà leur transition est assez avancée. Soyons honnêtes, je pense qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir et qu'il est peut-être parfois excessif de commencer à vouloir envisager la dernière des étapes. Or, je suis un peu la dernière des étapes. Très souvent, après moi, les patients commencent à avoir une vie, je dirais, beaucoup moins médicalisée, c'est-à-dire moins chirurgicale en tout cas. On va plutôt être dans la gestion de petites retouches ou la gestion des pannes mécaniques ou des complications mécaniques éventuellement des prothèses. Donc je vais très régulièrement les avoir vus après que, bien entendu, toute l'institution de la prise en charge de leur chirurgie transgenre a déjà été instituée par mes collègues, soit sur les étapes gynécologiques, plastiques ou autres. Donc je vais commencer plutôt les entretiens très souvent avec le plasticien au moment où on va être dans l'étape de la phalloplastie. Et là, je vais être assez présent. Dans tous les cas, maintenant a été instituée une RCP commune avec tous les intervenants du parcours trans au sein de l'équipe, où on discute des dossiers. Donc très en amont, on commence à être informé avec nos collègues sur les patients et la prise en charge des patients. À Foch, on avait fait le choix par des problématiques organisationnelles, essentiellement d'utiliser des phalloplasties sur des lambeaux inguinaux, des lambeaux d'allongement. Donc on a été essentiellement sur les voies urinaires, sur des prolongements par plicature cutanée et création d'un tube pour créer l'urètre. Mais pour même d'autres techniques, en fait, on n'a pas pu utiliser pour l'instant tout ce qui pouvait être lambeaux antébrachiaux ou autre. Maintenant, on a un plasticien qui va pouvoir nous aider plus à développer ces techniques. Néanmoins, je reste encore convaincu qu'il y a un vrai choix stratégique avec le patient dès le début de son parcours,
de la volonté qu'il veut, enfin des choix qu'il veut avoir. Créer une phalloplastie de qualité belle, fonctionnelle, prothèse en place, reste actuellement un contrat qui peut être établi et qui peut être globalement facilement respecté. Les voies urinaires en plus sont un problème et ça sera le principal problème. Même si on arrive à obtenir des voies urinaires de qualité qui vont aller au bout de la phalloplastie, on pourra implanter une prothèse érectile, mais on pourra toujours être confronté à des risques de sténose, de rétention, des complications qui sont liées aux voies urinaires. Donc, ils vont compliquer, alourdir la chirurgie, voire parfois pénaliser la qualité de la phalloplastie, la longueur de la phalloplastie, des risques de nécrose sur la phalloplastie. C'est un contrat organisé dès le début avec le patient, mais c'est un choix qui est essentiel parce qu'il va conditionner beaucoup des chirurgies qui vont suivre. Donc, c'est pas un choix à faire à la légère. Et il faut vraiment en avoir parlé longuement avec le patient. Nous, pendant longtemps, on n'a pas poussé, sauf si le patient souhaitait, les voies urinaires en systématique. L'idée surtout, c'est que la phalloplastie a été faite il y a plusieurs mois, au moins 6 mois, voire 12 mois, qu'on ait une vascularisation de qualité, qu'on soit à distance de tout trouble de vascularisation. Il faut qu'il y ait un minimum de cicatrices ou d'atteinte dessus cutanée. Par exemple, si les voies urinaires, souvent on les raccourcir pour entraîner des brides, des gènes. Donc tout ça, ça va nous donner une idée sur le modalité et mes capacités d'implantation. Il faut une phalloplastie épaisse, grasse. Il faut avoir de la place pour s'implanter. Le tube reste mécanique et rigide, donc traumatique. Donc il faut avoir des tissus où il y a une souplesse et notamment un bout de phalloplastie où j'ai un petit peu de côté soft. Il me faut quelques millimètres comme un petit tapis graisseux ou cutané qui va protéger justement le gland de la prothèse Zéphyr. Donc c'est pas nécessairement la taille ou la longueur de la phalloplastie, ça va plutôt être sa base d'implantation, son côté habité, je veux dire par de la graisse, son épaisseur cutanée va être très importante et le minimum de cicatrices dessus sont essentiels. Ça c'est sur l'aspect local. Après le patient, il faut qu'il y ait une forme de disponibilité. Un patient, c'est une chirurgie à risque d'infection et de complications, donc on va nécessairement avoir une période où il faut avoir une phase de repos, de calme, de pansement qui va durer 15 jours à 1 mois en post-opératoire. L'interruption du tabac est essentielle parce qu'on est sur un tissu vascularisé périphérique. Toute consommation en tabac ou nicotine est de toute façon mauvaise pour la phalloplastie, la cicatrisation, elle va entraîner des complications plus importantes. Et nous, à titre personnel, afin de pouvoir mettre en place facilement la pompe de la prothèse, il faut être passé par une étape d'une scrotoplastie, si possible d'avoir un scrotum de qualité, ou en tout cas un scrotum où a déjà été implanté les prothèses testiculaires. Donc ça, un peu, ce sont les grands points qui sont pour moi un peu comme une checklist avant de prendre un avion, qui sont un incontournable, et si j'ai pas les feux verts, je n'irai pas vers l'implantation de la prothèse, au risque d'avoir plus de complications, une déception des deux côtés, et surtout des difficultés plus importantes lors d'une nouvelle chirurgie. Est-ce que c'est possible et quand on va le faire? Ça a dynamisé l'équipe, ça a multiplié l'harmonisation des intervenants et ça a développé des nouvelles techniques, notamment l'arrivée des vaginoplasties, de beaucoup de chirurgie de l'urètre, de tout un panel de chirurgie qui devenait compliqué de faire seul et ça permet par équipe de développer plus la prise en charge des patients. Alors, ça peut être très court, tout dépend d'arriver à avoir le bon interlocuteur. Sur Doctolib, ça peut être en mois, 2 à 3 mois. Par téléphone, la prise de rendez-vous, elle va être entre 15 jours et 3 semaines. Tout peut passer par le département international à partir du moment où il y a une demande qui est faite, des devis sont établis et les prises en charge peuvent être faites à l'issue où le devis a été accepté et pris en charge, en fonction de si ça passe par une prise en charge gouvernementale, individuelle ou ambassade et ainsi de suite. Mais il y a tout un département international adapté qui sait gérer les situations. Tout est à disposition. Et on parle tous couramment anglais. On est minimum voire trilingue.
Si on veut rester sur la chirurgie transgenre, que ce soit... Je pense que l'étape, la question n'est plus une question sociétale, c'est une question qui est acceptée. Le problème, c'est l'harmonisation des techniques et le développement des techniques. Mais en fait, comme de plus en plus de chirurgiens la font et qu'au niveau sociétal, c'est une chirurgie qui est totalement intégrée maintenant et acceptée, même s'il y a encore des questions et ainsi de suite qui sont développées. Nous, dans notre quotidien, c'est devenu une chirurgie classique et qui ne surprend plus personne. Donc maintenant, la question va être de l'harmonisation des techniques pour les optimiser, pour donner de meilleurs résultats fonctionnels et esthétiques. Merci.